Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la France est une république indivisible, c'est ce que proclame à juste titre l'article 1er de notre Constitution. Mais la France, c'est aussi celle de 36 000 clochers, c'est-à-dire la France de la diversité et de la vitalité de nos territoires. Une richesse à laquelle nos concitoyens sont fortement attachés. Lors du grand débat national lancé le 15 janvier dernier par le Président de la République, ils ont demandé une plus grande proximité. Et cette forte demande de proximité vise à la fois l'organisation de l'État et des services publics. Le groupe Modem et Apparentés, qui a largement pris part à ce débat, se sent particulièrement concerné par cette interpellation. Elle rejoint d'ailleurs l'un des fondamentaux de notre famille centriste qui a toujours défendu une vision décentralisée de l'organisation territoriale. Le sentiment que l'État, que ses administrations et ses services publics s'éloignent de plus en plus des réalités, mais aussi du quotidien de chacun de nos concitoyens, constitue un élément central de cette crispation. Leurs attentes sont compréhensibles. Ils refusent d'avoir un service public qui leur semble de moins en moins performant et de plus en plus éloigné et coûteux. Qui, mes chers collègues, qui pourrait rester insensible face à ce sentiment d'abandon? Personne, je le crois. Les demandes de nos concitoyens sont claires. Simplifier et raccourcir les délais des décisions, revoir l'organisation administrative de la France et permettre de prendre des mesures pleinement adaptées aux spécificités de chacun de nos territoires. Au mouvement démocrate, nous partageons cette volonté de prendre en compte les spécificités locales. Sans doute, notre pays a eu besoin d'affirmer son unité au cours des siècles passés par une organisation centralisée. Mais aujourd'hui, pour demeurer unis, nous devons poursuivre le processus de décentralisation. C'est d'ailleurs ce qu'avaient déjà compris le général de Gaulle ou François Mitterrand. Car l'indivisibilité de la République ne doit pas impliquer nécessairement son uniformité. Affirmer cela, c'est reconnaître la France dans sa diversité, dans ce qui fait au fond sa richesse et son attractivité aux yeux du monde. Nous vantons tous les jours la France des terroirs et des territoires, la France des géographies et des climats, la France aux accents divers, y compris le Pays basque, toutes ces particularités qui font que la France est ce qu'elle est. Et nous, députés dans cette Assemblée nationale, nous représentons tous cette France plurielle de métropole ou d'outre-mer. Malgré ce grand mouvement décentralisateur qui a été initié à partir de 1982, force est de reconnaître que notre État reste encore fortement centralisé et que la réduction des moyens et des effectifs a accentué ce phénomène. Peut-être encore reste-t-il trop de structures territoriales, trop de lenteur dans la prise des décisions et surtout dans leur mise en œuvre. Notre administration apparaît pour beaucoup aussi trop coûteuse, voire inefficace par rapport aux attentes des citoyens. Or, nous devons avoir confiance dans les collectivités locales qui connaissent bien les besoins de nos territoires et qui sont capables de prendre des initiatives pour y répondre. C'est là tout l'enjeu de la différenciation territoriale que nous appelons de nos vœux et que nous espérons voir prochainement inscrite dans la Constitution. Permettre une plus grande souplesse, une plus grande adaptation des règles, dans le droit fil du principe de subsidiarité, c'est donner toute sa mesure à l'intelligence locale, seule capable de répondre aux besoins de nos concitoyens. Par ailleurs, qui peut douter
de l'attachement des Français aux élus locaux, dont ils se sentent proches et qui sont pour eux représentatifs de leur vie quotidienne. Sans aller jusqu'à proposer une constitutionnalisation de la clause générale de compétence pour les communes, il s'agit de conforter leur rôle, et singulièrement celui des maires, cet agent qui est un agent marqué par le dédoublement fonctionnel, à la fois agent de la commune et agent de l'État. D'abord, il faut donner davantage de lisibilité dans les contributions financières de l'État qui pourraient être définies pour l'ensemble d'un mandat afin d'assurer une sécurité budgétaire. Mais c'est aussi en donnant une place plus efficiente aux maires au sein même des intercommunalités sous forme d'une conférence de maires qui serait consultée avant toute décision importante. Cette décentralisation, mes chers collègues, doit être accompagnée d'une plus grande déconcentration des services de l'État. Les autorités de l'État placées à un échelon local, spécialement au niveau de nos départements, doivent pouvoir prendre des décisions au plus près des préoccupations de nos territoires et de nos concitoyens, comme cela devrait être le cas, par exemple, des agences régionales de santé. En outre, ils doivent veiller à l'application des lois et des règlements, certes, mais également s'imprégner davantage d'une véritable culture de l'accompagnement et du développement territorial. On le sait, la relation entre l'administration et nos concitoyens est complexe. On demande beaucoup à l'administration et en même temps on s'en méfie. Il convient donc de favoriser le lien de confiance entre les Français et leur administration. Nous le savons, cette confiance passe par une plus grande transparence au sein des administrations de l'État comme celle des collectivités territoriales. C'est pourquoi nous devons organiser la sobriété de l'État. La France a le taux de prélèvement obligatoire le plus important du monde, plus de 48%. Il est légitime que nos concitoyens s'interrogent sur l'utilisation des deniers publics, c'est-à-dire de leur argent. L'État doit être aussi exemplaire pour redonner confiance aux citoyens dans nos institutions. Et cette confiance doit en particulier être rétablie pour une plus grande clarté dans les règles de rémunération des fonctionnaires et plus largement des agents des organismes publics et parapublics. Cela concerne d'ailleurs non seulement la rémunération principale, mais également les avantages complémentaires qui lui sont rattachés. Cette transparence est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'utilisation des fonds publics. Et il va de soi, bien sûr, qu'il est en aucune manière question d'une défiance systématique vis-à-vis des hommes et des femmes qui ont choisi de servir l'État ou nos collectivités territoriales. À l'instar de ce qui a été décidé pour les élus dans le cadre de la loi du 17 décembre 2017 relatif à la confiance dans la vie politique, cette transparence doit également être accompagnée d'une moralisation, car l'État doit inlassablement rechercher l'exemplarité. Ainsi, il convient d'assurer la clarification des liens entretenus par les fonctionnaires en partance ou en provenance du secteur privé pour éviter tout conflit d'intérêts. À l'endroit des collectivités locales, pourquoi ne pas envisager la limitation des cumuls des fonctions et ou des rémunérations des cadres supérieurs que l'on retrouve souvent aussi bien au niveau communal qu'au niveau intercommunal? Pourquoi non plus ne pas envisager que dans chaque département, un déontologue puisse accompagner les élus et les fonctionnaires territoriaux, toujours dans un souci de transparence et de confiance? Comme vous le voyez, proximité, transparence, moralisation, effectivité, adaptation et subsidiarité, tels sont les objectifs qui doivent être les nôtres dans le cadre d'une réorganisation de l'État. Ces objectifs, si exigeants soient-ils,
sont la condition de la confiance retrouvée entre nos concitoyens, nos administrations et nos services publics. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.